Pour réussir professionnellement, il ne suffit pas juste d'être bon techniquement. Être bon techniquement, c'est juste un aspect qui va vous permettre de réussir dans votre carrière professionnelle. Notre invité du jour est une personne qui a un parcours très atypique. Elle a notamment été dans énormément de domaines, dans le domaine des RH et aujourd'hui dans le domaine de l'ITSM. C'est une personne qui va vous fournir les clés qui vont vous permettre d'évoluer rapidement dans votre carrière professionnelle parce que dans les environnements dans lesquels elle est passée, elle a su se faire aimer, elle a su se faire apprécier, non pas juste du point de vue humain, mais aussi du point de vue technique. Elle vous livrera des secrets qu'elle n'a livrés à personne jusqu'aujourd'hui sur les réseaux et vous pourrez en profiter pour pouvoir évoluer professionnellement. Je vous invite à écouter cet épisode et cet échange très inspirant avec Cicia et je vous dis à très bientôt dans les commentaires. Bonjour Cicia. Bonjour Steve. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? En quelques mots, Sissi Adié, consultant ITSM depuis quelques années. Ok. Et quand tu dis consultant ITSM, pour des personnes qui ne seraient pas du domaine, c'est quoi un consultant ITSM? Déjà, pour définir un consultant ITSM, je vais déjà parler de l'ITSM. Ok. L'ITSM, l'IT Service Management, qui consiste en fait, c'est tout ce qui a trait en fait aux services liés à l'informatique. Voilà. Ok, d'accord. Et quand tu parles de services liés à l'informatique, pour que des personnes puissent un peu se projeter, euh, quels sont des exemples de choses ou d'exemples de services, par exemple, sur lesquels un consultant ITSM est amené à intervenir dans son quotidien? Les services en soi, par exemple, nous, ce qu'on fait en général, on accompagne les clients sur des outils d'ITSM qui permettent en fait de suivre tout ce qu'on appelle des demandes, des services, des incidents. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme incident, comme demande dans une entreprise? Un truc tout simple, quand on arrive dans une entreprise, on est amené à avoir un PC, on est amené à avoir des écrans, une souris, on est amené à avoir certaines choses pour pouvoir travailler. Et en fait, cette demande-là qui devra être donnée par votre manager sera traitée par différentes équipes. Donc il y a des accès, il y a des PC et tout ça qui seront fournis. Et donc pour pouvoir suivre cette demande, il faut un outil. C'est sur cet outil-là que nous sommes amenés à intervenir et accompagner les différents clients. D'accord, ok. Donc du coup, toi, ce que tu vas faire dans ton quotidien, ça va vraiment être d'implémenter du coup des processus qui vont faciliter la vie des utilisateurs via des outils ITSM choisis par les entreprises. C'est bien ça. Si je résume bien. C'est bien ça. Ok, bon bah c'est parfait. Et là aujourd'hui, tu es consultant ITSM. Quand j'ai regardé ton parcours, j'ai vu que ton parcours est vraiment très 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 atypique. Tu as été dans les ressources humaines à un moment donné. Tu as eu à travailler sur un premier outil ITSM avant de travailler notamment sur un autre outil ITSM. Exactement. Je ne sais pas si je peux le nommer. On peut les citer, EasyVista et ServiceNow. C'est ça. Des outils ITSM sur lesquels tu as travaillé. Comment t'en es arrivé là? En fait, par curiosité, donc j'ai essayé de voir ce que, école de commerce, j'ai eu la possibilité de connaître le domaine du RH, plus précisément du recrutement. Domaine intéressant parce qu'on touche l'humain et l'humain c'est quelque chose d'assez sensible et d'assez complexe. Et le recrutement aussi. Donc forcément c'est un domaine où je me suis bien plu. Donc forcément on me demandera pourquoi tu n'y es plus. Parce que j'ai évolué dans ce domaine, j'ai été consultant en recrutement et tout ça. Par la suite, par la force des choses, je me suis retrouvé chez un premier éditeur, Testkernel, qui est un éditeur dans le domaine du RH.
RH où j'avais une double casquette. J'avais une casquette un peu commerciale et une casquette un peu technique, où j'étais amené à implémenter, à paramétrer différents outils pour des clients. Et donc, c'est cet aspect-là que j'ai bien aimé chez eux. Donc, en partant de là-bas, je sais que j'aurais pas ces double casquettes ailleurs, enfin, dans mon entendement en tout cas. Donc, j'ai voulu continuer ce côté technique et donc je me suis orienté vers l'ITSM. D'accord. Et j'ai découvert ServiceNow. Ok. C'est comme ça que mon aventure ITSM de consultant a commencé. Donc par la suite, j'ai fait une formation pour connaître l'outil, pour avoir les bases, parce que dans une formation, on ne maîtrise pas l'outil, on a les bases et ensuite on enrichit. Donc j'ai eu ces bases-là, j'ai eu mes premières expériences sur ce domaine, j'ai continué sur d'autres outils qui sont en relation avec le support utilisateur et par la suite je me suis retrouvé chez un autre éditeur qui s'appelle EasyVista. Ok, d'accord. Voilà, et après s'ensuit d'autres expériences. Et on en est là aujourd'hui. Exactement. Tu as parlé de plusieurs choses justement dans le parcours, en tout cas dans la transition que tu as eu à faire de RH, du coup à consultant ITSM aujourd'hui. Donc du coup tu as eu à faire quand même une grosse reconversion professionnelle. Je veux dire, entre les RH et l'ITSM, bon, c'est pas des domaines qui sont proches, en tout cas à ma connaissance, du coup. Oui. Comment s'est passée cette reconversion professionnelle pour toi? Je pose la question parce que le sujet de la reconversion professionnelle, c'est un sujet aujourd'hui très important. Oui. Quand des gens ne trouvent plus de sens dans leur métier et tout, souvent on va avoir une certaine peur à aller vers l'inconnu, ce qui est tout à fait normal. Donc comment est-ce que toi tu l'as vécu ça et comment qu'est-ce qui pour toi qualifie le fait que tu aies réussi en fait cette reconversion professionnelle des RH vers la TSM? Ben oui, au-delà des appétences sur certains aspects, je pense qu'il y a une grosse envie de le faire, de réussir, même si effectivement il y a une crainte, une peur de l'inconnu quelque part, hein. Mais en fait, cette peur, cette crainte-là doit se transformer en fait en un élément moteur qui permet en fait d'aller chercher ce qu'on n'a pas. Et donc c'est ce qui moi m'a permis de franchir le pas et de mener ma reconversion. Ok, donc ce que je retiens là dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment réussir à utiliser sa peur, non pas comme un frein, mais comme un élément en fait qui va être un catalyseur vers l'obtention de ce qu'on désire. Donc c'est vraiment comme ça que toi tu as fait ce changement-là, en tout cas dans ton mindset, pour te dire, ben, j'utilise cette peur-là pour que ça me propulse. Exactement. Et il y a une deuxième chose, vu qu'on en parle, qui est très importante. Il faut savoir demander, il faut être humble. C'est-à-dire que, bon, on se lance quelque part, on ne sait pas, et si autour de nous il y a des gens qui savent, il ne faut pas hésiter à le demander en fait. Comment tu fais ci? Comment tu as fait ça? Et ça, au-delà de la reconversion, je pense que ça doit être quelque chose qu'on doit le faire, même dans le domaine professionnel ou privé. Demander, ça permet d'ouvrir certaines portes et de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Ça nous permet de quelque part de prendre une longueur d'avance, aller plus vite qu'on ne devrait. Donc, c'est important. Ok. Oui, ça me fait penser justement à une... Je ne sais pas si c'est un adage ou une philosophie qui dit souvent qu'on n'est pas obligé d'échouer soi-même pour tirer des leçons. On peut aussi tirer des leçons en fait d'expérience d'autres personnes. Et ça rejoint justement ce que tu es en train de dire. Effectivement, on peut souvent avoir tendance à penser que le fait de demander nous met dans une position en fait d'infériorité et on a tendance peut-être à attribuer une connotation qui est péjorative avec le fait de demander. Exactement, et en fait, demander en soi, aussi il y a le fait que
on pense être jugé parce qu'on a demandé. Non, demander, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je connaissais quelqu'un qui me disait à chaque fois, je ne sais pas, un moment de ma carrière, je ne sais plus, quand je disais j'ai une question, il me dit oui, et pour un peu atténuer les choses, je disais j'ai une question bête. Et il me disait, il n'y a pas de question bête, les seules questions bêtes, c'est celles qu'on ne pose pas. Ah ouais. Et donc, ça traduisait tout en fait, il faut demander. Et cette question bête, c'est celle qu'on ne pose pas. Ouais, franchement, je me dis, ouais, là, c'est déjà une leçon, moi-même, là, que je tire par rapport à ce que tu es en train de dire, parce que, effectivement, je pense que, même à titre personnel, c'est souvent des choses sur lesquelles j'ai pu avoir des blocages, et sur lesquelles, bah oui, il peut m'arriver encore, hein, de temps en temps, d'avoir des blocages, parce que, aujourd'hui, effectivement, tu t'es présenté en tant que consultant ITSM, mais tu as un statut d'expert aujourd'hui, en tout cas sur certains outils ITSM, notamment sur la partie EasyVista. Et là, on a un expert en face de nous qui nous dit quand même il faut être humble, il faut toujours avoir la capacité de demander. Alors que souvent, on se dit je suis expert et je suis censé tout maîtriser. Et du coup, on a plus peur de poser des questions parce qu'on peut penser que ça va atténuer notre... Aujourd'hui encore, je pose des questions. Je demande parce que, oui, c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue. Je me dis tout simplement, tout bête, je me dis, je suis un état A, et après ma question, ou je vois la réponse à ma question, je serai un état A+, tout simplement. Et donc, quel que soit ce que la personne ou les personnes en face te diront, mon objectif, c'est d'arriver à cet état A+. Donc, je pose ma question et je prends les réponses. Ouais. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, là, tu fais vraiment le focus, en tout cas, sur ta personne et sur ton évolution. Dans le sens où tu te dis, quelle que soit la réaction qu'il va avoir en face, l'important, en fait, c'est qu'à titre personnel, j'aurai évolué et ça me sera bénéfique. Bien sûr. Ok. Je pense que bah là, déjà, sur les premiers éléments qu'on a abordés, même à titre personnel, je tire pas mal de leçons. Et quand je parle de leçons, c'est même des rappels, en fait, en quelque sorte. Parce que je pense qu'on arrête d'apprendre aussi quand on commence à oublier certaines notions qu'on connaît. Et le fait d'avoir ces rappels que tu es en train d'évoquer, même à titre personnel, là, c'est en train de me faire cogiter, quoi. Oui, là, je repense à ce que tu viens de dire. La question bête, c'est celle qu'on ne pose pas. Ouais, effectivement, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre. Effectivement. Ok. L'une des questions que j'ai l'habitude de poser du coup, à mes invités, c'est une question qui tourne autour de la réussite professionnelle, parce qu'on est là dans le cadre de cette émission, on parle de la réussite professionnelle, et l'idée en fait c'est de permettre à plus de collaborateurs, à plus de consultants, de pouvoir vraiment avoir la main sur leur carrière professionnelle et de pouvoir obtenir en tout cas ce qu'ils désirent. Donc du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la réussite professionnelle pour toi? Dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose que je note, c'est que tu as dit pour accompagner les collaborateurs à obtenir ce qu'ils désirent. Et pour moi, la réussite, je parlerai même au sens général, après, je pense que c'est pareil partout. La réussite, c'est en fonction des objectifs que nous fixons et donc de ce qu'on désire. Ta réussite professionnelle ne sera pas forcément la mienne parce qu'on n'aspire pas forcément aux mêmes choses. Peut-être que la réussite professionnelle pour quelqu'un, c'est de se lever le matin, d'avoir un boulot tout simplement. La réussite professionnelle pour une autre personne, c'est de pouvoir finir les mois. Ça dépend. La réussite professionnelle, ça peut-être avoir un poste de manager pour certaines personnes. Donc pour moi, tout simplement, la réussite professionnelle, c'est lié aux objectifs que nous fixons. Et ces objectifs, effectivement, au fur et à mesure que nous avançons dans notre carrière, peut être amené à évoluer. De toute façon, nous sommes des personnes qui évoluent en fonction du temps. Et donc, cette réussite-là est liée aux objectifs que nous fixons. Ok.
Et selon du coup les objectifs que tu t'es fixés, Oui, est-ce que tu estimes avoir réussi professionnellement aujourd'hui? pas encore. Pas encore? Pas encore Qu'est-ce qui parce te que manque? ben, j'ai pas encore coché toutes les cases Ok. de mes objectifs. Mhm. Il y a pas mal de cases à cocher, donc au sens large, hein, il y a pas mal de cases à cocher. Donc j'estime que j'ai pas encore réussi professionnellement. Ok, d'accord, d'accord. Et bon, vu qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient regarder et qui cherchent peut-être à cocher des cases que tu n'as pas encore cochées, quelles sont certaines cases que tu as cochées et dont tu es fier aujourd'hui? Je fais déjà quelque chose qui me plaît. Ça, c'est une Ouais. grosse case que j'ai cochée. Et ça, c'est important parce que si tu fais quelque chose qui te plaît, tu peux donner le meilleur de toi et te dépasser en fonction des difficultés que tu rencontreras. Et donc, c'est important pour moi de faire quelque chose qui me plaît. Ok. Ensuite, la case que je coche, enfin, c'est une case qu'il faut vérifier au quotidien, je dirais même limite, c'est vraiment être en phase avec ses valeurs au travail. Parfois, sur certains postes, ça peut faire aussi l'objet d'un débat, mais je vais ouvrir et refermer la porte très rapidement. Sur certains postes, souvent c'est un peu compliqué d'être, enfin métier je dirais, d'être en phase avec certaines valeurs, notamment pour les commerciaux. Bon, je dis rien, j'ai rien dit, je réponds pour vous les commerciaux et je referme. Donc, oui, en fait, oui, je suis en phase avec ce que je fais. Je me plais bien dans ce que je fais. Après, j'évolue, donc c'est aussi bien. Mais après, bon, il y a d'autres cases à cocher aussi. Ok, d'accord. Oui, bon, là, dans les cases dont tu parles et pour lesquelles on a l'impression que tu as quand même une certaine gratitude, tu ne parles pas de l'aspect financier. Ça fait quand même Non. partie de j'espère. Les cases à cocher, oui. Oui, mais ça fait quand même partie, enfin, j'espère, d'éléments sur lesquels, oui, peut-être tu n'es pas encore arrivé au point où tu souhaites, en tout cas dans la finalité, Exactement. mais sur lesquels tu te dis, ok, bon, je suis. En regardant bien, derrière, je me dis, oui, en regardant derrière. oui. Mais je pense qu'en regardant devant, il y a encore. Forcément. Quand même, Oui, on veut toujours voir voilà. le verre à moitié vide. Dans ces cas, effectivement, je préfère voir le verre à moitié vide parce que c'est une source de motivation en fait, pour le remplir. Donc, je regarde le verre à moitié vide. Ok, non mais ça marche, ouais, c'est clair, hein. Je pense que c'est des sujets dont on doit pouvoir parler de manière claire. Ouais. Moi, l'une des choses justement que j'ai pu remarquer avec toi, parce que bon, on a eu à bosser, déjà eu à bosser ensemble et tout, c'est vraiment ta capacité à pouvoir t'intégrer facilement dans les environnements de travail dans lesquels tu as été. D'accord. D'un point de vue humain, d'un point de vue technique et tout, aujourd'hui, et ce point-là, je pense que c'est un point qui a pu te faire justement être apprécié et évoluer aussi rapidement, en tout cas dans les secteurs dans lesquels tu es passé. Quelles sont pour toi aujourd'hui des erreurs que tu as pu voir chez certains collaborateurs et qui peuvent être en fait des freins? Ça va pas juste à être technique, hein, oui, même de manière globale. Beaucoup plus global, oui. Je pense qu'effectivement, en société, en entreprise, en général, je pense que la première erreur, c'est de venir avec un schéma et de penser que forcément ce schéma-là est le meilleur et si c'est pas fait comme si, c'est que c'est pas bon. Non. Je pense que la première chose, ça j'ai un adage qui le dit, je vais l'utiliser mais bon, peut-être certaines personnes ne comprendront pas, mais c'est pas bien grave. Je pense que quand on arrive quelque part, il faut d'abord savoir comment les choses fonctionnent. C'est la première chose. Et j'ai un adage qui dit en fait,
quand tu arrives à une fête, il faut d'abord, si les gens dansent sur un pied, danse sur un pied. Donc regarde comment les choses se passent. Observe. Quand tu sauras, et si tu ne comprends pas, et si tu trouves que quelque chose n'est pas fait de la bonne manière, pose-toi la question, pose la question pourquoi c'était fait de cette manière-là. Il y a des circonstances qui, peut-être, ont favorisé cette mise en œuvre-là. Donc, il ne faut pas forcément tout de suite critiquer sans savoir les tenants. Donc, c'est vraiment savoir où est-ce qu'on est, qui fait quoi. Être vraiment, dans un premier temps, dans une observation. Parce qu'en observant, on apprend beaucoup de choses. Et parfois, on oublie d'observer. Et en apprenant, ensuite, on pourra ensuite faire certaines choses proposées, mais tout en respectant ceux qui nous entourent, parce que c'est une équipe, c'est un groupe, et il faut tenir compte de tout le monde. Donc oui, souvent, je pense que la première erreur, c'est ça, de venir et de dire qu'on va tout changer sans savoir pourquoi les choses sont comme ça. Ouais, donc toutes ces personnes-là qui viennent souvent avec leurs grands chevaux en mode ouais, tout ça on va changer, on va remettre les choses au goût du jour de façon moderne et tout. Donc le message que tu leur passes, c'est de se calmer peut-être un tout petit peu Ouais, et d'observer. Non, mais c'est tellement pertinent ce que tu dis là parce que on peut souvent avoir tendance à penser que pour obtenir un poste et tout, et y rester, hein, oui. si on le souhaite, bien évidemment, il faut juste avoir les compétences techniques. Mais je sais qu'il y a déjà eu des personnes, par exemple, qui arrivent sur un poste, qui sont super bons, mais quand on met à la porte, ah oui, clairement. quelques temps plus tard, non pas parce qu'ils ne faisaient pas le travail, hein, mais pour d'autres raisons. Clairement. Je me souviens, j'avais effectué justement, j'avais un ancien collègue de formation, sa première expérience, l'expérience après la formation. Il m'a dit, ben, je maîtrisais le poste, mais on m'a viré. Pourquoi? Ben, j'étais sur le dos de mon équipe, j'étais chef de projet, j'étais sur le dos de mon équipe, et ça ne passait pas. Donc on m'a viré. Donc, il n'a pas su fédérer son équipe, c'est pas parce qu'il n'était pas bon techniquement, ou parce que ce qu'il proposait n'était pas bon, mais parce que humainement ça ne passait pas. Et donc, plus haut, de manière logique ou simple, je ne sais pas, on se dit, au lieu de, je ne sais pas si c'est une équipe de 5 personnes, au lieu de perdre 5 personnes, je préfère en perdre un seul. Parfois aussi, c'est ça, c'est que les choix sont mathématiques et on tranche très vite. Donc, l'aspect humain est très important à prendre en compte. Et ça me fait penser à ce que tu es en train de dire, hein, tu parles de l'aspect humain, effectivement, et je pense qu'il y a peut-être d'autres aspects même encore en plus. Moi, je me souviens en fait que j'ai eu à passer des entretiens à certaines périodes de ma vie, hein, professionnellement parlant, et ensuite je passe l'entretien, je me dis mais non, ça s'est super bien passé, et après j'ai le recruteur qui m'appelle et qui me dit je pense que tu vas t'ennuyer sur ce poste. Je pense que tu es trop expert pour ce poste. Et j'ai dû passer un moment quand même à me poser la question de savoir pourquoi en fait ce retour. Si tu cherches un expert avec quelqu'un qui est trop expert, c'est quoi le problème? Et finalement, l'une des conclusions que j'ai pu tirer en fait, c'est qu'effectivement, il y a ce côté fédéré tel que tu es en train de dire, mais il faut aussi pouvoir montrer à l'entreprise en fait qu'on rentre dans le cadre ou dans la vision en fait qu'elle a. Et ça, c'est des choses peut-être qui sont implicites, en tout cas sur les annonces qu'on ne dira jamais de manière factuelle et tout. Mais un manager ou une entreprise et tout cherche aussi quelqu'un qui peut rentrer dans le cadre en fait qui est déjà préétabli, alors que sur les autres emplois, tu ne verras pas. On veut quelqu'un qui rentre dans le cadre. Oui, clairement. Et en rebondissant sur ce que tu dis, effectivement, il y a un aspect managérial où on se dit, on veut quelqu'un de périn. Si on te dit,
tu vas t'ennuyer. Si tu t'ennuies, c'est quoi la conséquence? Tu partiras. Mhm. Et en tant qu'entreprise, j'ai pas envie de. Je même fait encore des efforts pour retrouver une autre personne. Mhm. Et il y a tous ces éléments-là qui, c'est non dit, comme tu le dis, sans jeu de mots, qui permet en fait, effectivement, de savoir rentrer dans le moule. Et donc, ça nous emmène en fait à un gros aspect de communication, Mhm. quel que soit le métier qu'on est censé, on doit avoir en fait. Mhm. Qu'est-ce que l'autre attend de nous? Parce qu'on voit de la situation, mais qu'est-ce qu'on attend de nous? En se posant cette question-là, en fait, on arrive quelque part parce que, au final, tout est une question de rassurer en fait la personne qu'on a en face de nous. Donc, si on connaît ses attentes, on trouvera les mots justes pour rassurer cette personne-là. Si on arrive à la rassurer, on a fait une partie du bout. Parce qu'après, même si on est pris, il reste une deuxième partie où il faut montrer qu'on doit rester. Effectivement. Effectivement, c'est énormément de points qu'on apprend avec, avec l'expérience et tout, Oui. parce que souvent, moi je me souviens, oui, au tout début, en tout cas moi de ma carrière et tout ce qu'on est en train de dire là, qu'il ne faut pas faire, il y avait pas mal de points en fait, justement, que je me retrouvais en train de faire, quoi. Et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une chose aussi que je trouve intéressante de faire, c'est de pouvoir à des moments faire l'exercice de voir les choses du point de vue des autres. Exactement. Okay. Oui. De se dire, si j'étais à la place de mon manager, si j'étais à la place de telle personne, quelles seraient les contraintes? Qu'est-ce que je ferais et tout? Et là, ça permet aussi d'être dans une logique dans laquelle peut-être on comprend un peu mieux, c'est un choix qui sont faits, et là, on devient maintenant un élément catalyseur vers l'atteinte des objectifs des supérieurs hiérarchiques. Que je pense que l'une des clés, elle est là aussi, c'est de se dire, dès lors qu'on arrive dans une entreprise, si on arrive à permettre à nos supérieurs hiérarchiques d'arriver plus rapidement à eux, leur objectif et tout, par ricochet, on assure aussi la pérennité, en tout cas par rapport à notre poste. Parce que du coup, on devient lié en quelque sorte à ces personnes-là. Et moi, je pense que c'est vraiment un très bel exercice de ne pas juste voir les choses de son point de vue, mais souvent se dire, OK, quelles sont les contraintes de mon manager, quelles sont les contraintes de mes collègues, comment est-ce qu'ils voient les choses et tout. Et dès lors qu'on commence à être vu comme une personne qui participe à l'atteinte d'un but commun, c'est bingo, quoi. Et c'est dans ce sens que je parlais d'être un peu commercial, dans le sens où je pense que dans le commerce, on te dit, ta communication est différente. Quand tu vends quelque chose, un service ou un produit, on te dira que tu adapteras ton discours à la personne que tu en fasses. C'est-à-dire que l'opérationnel, le manager opérationnel, n'a pas les mêmes besoins que le DAF. Le DAF, tu vas lui parler de coûts, de finances et tout. Et le manager opérationnel, tu vas plutôt lui parler de temps de gagner, de facilité d'opération et tout ça. Donc, en fonction des personnes, savoir ce qu'on attend derrière. Et je pense que c'est important. Et ça me permet aussi de rebondir sur un autre aspect où, dans une entreprise, oui, il y a aussi la valeur perçue. Un manager, comment il nous voit, comment il nous voit au sein de notre équipe, comment il voit mon travail. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut travailler tout en restant aussi soi-même. Ok. Là, tu as parlé de valeur perçue. Yes, oui. Comment est-ce qu'on travaille sa valeur perçue? Et le fait que tu parles de ça, ça me fait penser à tellement de choses, parce que je me souviens avoir vu une fois une publication d'une personne qui disait les beaux parleurs sont ceux qui réussissent le mieux en entreprise. Et là, toi, tu parles de valeur perçue. Bon, je vois quand même quelques convergences entre ces points-là. Comment est-ce qu'on travaille sa valeur perçue en entreprise?
de plusieurs manières. Et il y a un jour, au tout début de ma carrière professionnelle, il y a un manager qui m'a dit, il faut que tu mettes en évidence ce que tu fais parce que personne ne le fera à ta place. Et donc je pense que ça doit être la première chose. Il faut vraiment communiquer, montrer et, aux autres ce que tu fais. Et c'est déjà la première manière de changer la valeur perçue. Je rigole parce que ça me fait penser à des personnes que j'ai pu rencontrer et tout, et qui avaient le même discours en fait, quel que soit l'interlocuteur, et qui pouvaient avoir en face d'eux le directeur d'une entreprise et tout, et qui allait parler de requêtes SQL, de conditions et tout, de blocages qui seraient dans ce sens, alors que tu voyais bien que la personne en face ne comprenait rien du tout. Et tout ce qu'elle disait, et à contrario, tu avais d'autres personnes qui faisaient le même métier, mais qui arrivaient vraiment à adapter leur discours en fonction des interlocuteurs. Et il n'y avait même pas forcément un aspect de je, Je veux montrer ce que je fais. Ouais, ouais. En fait, tu avais l'impression que ce qui était décrit était tellement clair et était tellement bien raconté que ça le rendait encore plus beau. Vraiment. Et je pense qu'effectivement, c'est un aspect sur lequel, quel que soit le domaine, chacun doit t'amener à travailler, c'est vulgariser ce qu'on fait. Il ne faut pas qu'on reste dans des termes super techniques, il faut qu'on arrive à s'adapter en fait à la personne qu'on est en face de nous. Et ça, c'est vraiment très important, je trouve. Ok, bon bah c'est parfait. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire, des actions sur lesquelles on peut s'entraîner pour améliorer sa valeur perçue et tout. Et je pense que c'est vraiment la valeur perçue qui détermine, en tout cas au moins de manière indirecte, quelles sont nos possibilités d'évolution dans l'entreprise. Parce que les promotions ou les augmentations ne se basent que sur la valeur perçue. On est d'accord, on est d'accord. Tu peux avoir gagné 10 marchés, 20 marchés, gagner 10 fois ton salaire à l'entreprise, mais si la valeur perçue n'y est pas, c'est compliqué d'avoir une augmentation. Encore moins une promotion. Clairement, clairement. D'où le fait qu'il faut que justement des personnes, notamment en tout cas, qui sont souvent sur la partie technique, peut-être prennent un peu plus d'habitude de parler de ce qu'elles font. Et tout. Parce que souvent, bon, on est tous les deux techniques aussi, on peut avoir tendance à travailler sur de gros bugs, des trucs vraiment très 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 compliqués, et on ne prend pas le temps de le dire, comme moi en l'occurrence, c'est des choses que j'avais l'habitude de faire, que je fais toujours occasionnellement quand même, où travailler sur un problème colossal, si tu n'informes pas ton client du fait que c'est un problème compliqué, on considère que c'est facile, et ensuite on passe à autre chose. Aussi technique que toi, donc c'est pas en lui disant un titre qu'il comprendra qu'il y a une complexité derrière. Et effectivement, quand on doit justement donc adapter, vulgariser ce qu'on fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est vraiment informer, communiquer et faire comprendre d'une certaine manière la difficulté qu'on a eu à rencontrer derrière ce sujet-là, de telle sorte que le client comprenne bien ce qu'on fait. Effectivement. Ok, là on a parlé vraiment de pas mal d'aspects sur des choses qu'il faut faire, notamment pour améliorer notre valeur perçue. Comment est-ce qu'il vaut mieux se comporter en entreprise? Tu as parlé par exemple du fait de danser sur le même pied lorsqu'on arrive quelque part. C'est-à-dire déjà d'observer le système existant, de vraiment être beaucoup dans l'observation avant de décider de changer le monde, quoi. En fait, lorsqu'on arrive dans l'entreprise, on n'est pas Superman ou Batman pour venir sauver. On vient apporter des solutions, mais il faut prendre en compte aussi le fait
que, ah ça c'est une chose dont on n'a pas parlé, qu'il y a des égos aussi. Ah oui, En, faut les ménager. en Il entreprise, faut les ménager. savoir ménager les égos. On peut bien évidemment trouver une solution qui permet à l'entreprise d'évoluer rapidement, mais si on la trouve au détriment d'une personne ou de plusieurs personnes, c'est des choses qui peuvent retomber dessus. Ah oui, Et ça, c'est des choses aussi qui ne sont pas dites de manière explicite, généralement et tout. Mais je pense que c'est un point sur lequel les collaborateurs doivent être vigilants. Le fait de dire, quand je propose une solution, il ne faut pas que je propose une solution qui va aller heurter la sensibilité en fait, de certaines personnes. Bon, on ne sera pas toujours d'accord, mais dans l'idée, c'est de voilà, ne pas proposer un truc qui va avoir tout le monde. De manière générale, ce qu'on oublie de faire, effectivement, en allant dans ton sens, on peut avoir quelqu'un qui vient, qui dit ah oui, ça c'était fait comme ça c'est pas bien fait, je le fais différemment. Non, c'est pas des choses à dire. On ne peut pas dire ça, c'est pas été bien fait, c'était fait en fonction de certaines circonstances que tu ne connais pas. Dire que tu peux faire les choses différemment, ok, mais ne pas apporter un jugement de valeur sur ce qui a été fait. Il y a quelque chose à corriger, peut-être le corriger, mais sans porter de jugement de valeur sur ce qui a été fait. Parce que derrière quelque chose qui a été fait, il y a une personne. Et oui, il faut ménager les susceptibilité. D'autant plus que si jamais tu touches par exemple à quelque chose qui était fait par ton client, c'est un peu mal vu de dire que ça peut être bien fait. Donc il faut adapter son discours, il faut savoir jongler. Effectivement. Non, mais comme tu dis, s'assurer vraiment du fait que, ok, je propose une solution, certes, mais est-ce que je ne suis pas en train d'heurter, en tout cas, une personne, ou mettre mal à l'aise, du coup, une personne. D'où le fait que moi, je pense qu'il est important de souvent poser la question du contexte dans lequel des choses ont été faites. Oui. Parce que dès lors qu'on a au moins quelques éléments de contexte, on a une réflexion qui est quand même différente. Qu'on pourrait du coup se dire que, ah oui, tel truc, j'avais l'impression que c'était mal fait. Mais lorsqu'on explique le contexte, on comprend en fait que par rapport à ce contexte-là, c'était peut-être la meilleure chose à faire, en fait, en réalité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Là, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé voilà, de valeurs perçues, on a parlé d'un ensemble d'habitudes en fait qu'il faut avoir et d'un ensemble de choses qu'il faut éviter, en tout cas lorsqu'on arrive en entreprise. Oui. Revenons peut-être un peu plus sur un aspect plus concret en fait sur le déroulement des missions et tout. En tant que consultant à ITSM aujourd'hui, tu es amené à collaborer avec des clients et tout. Et j'imagine que tu en as travaillé avec pas mal, notamment dans ton domaine. Quels sont selon toi en fait les ingrédients d'une mission qui réussit? Oui, effectivement, ça dépend de plusieurs choses. Au-delà des compétences techniques qu'on peut avoir, c'est vraiment de comprendre les besoins, j'ai envie de dire même au-delà des besoins, de la situation du client. Okay. Je m'explique. Les besoins d'une entreprise à une autre peuvent être les mêmes, mais le contexte est différent. Il faut bien tenir compte de ce contexte-là. Il faut tenir compte du client et il faut vraiment essayer de créer quelque chose avec ce client. Je ne dis pas que vous soyez les meilleurs amis du monde, mais il faut vraiment essayer de comprendre ce client. En réalité, on ne peut que répondre aux besoins du client qu'en le comprenant. Okay. Donc, en comprenant son contexte, on arrive à proposer des solutions qui seront acceptées. Mais si on ne le fait pas, le problème c'est qu'on risque d'avoir des solutions qui
ne sont pas acceptés ou qui sont subis. Donc il faut vraiment connaître le client, comprendre son besoin, connaître son contexte et ensuite lui proposer certaines solutions. Ok, ouais. Lorsque tu parles de besoins, j'imagine que tu parles de deux types de besoins. De besoins explicites, parce qu'il y a les besoins qu'on est capable de décrire, et il y a des besoins qu'on ne veut pas décrire, ou qu'on a honte, en fait, de décrire, ou qu'on ne souhaite pas décrire de manière explicite. Et je pense qu'en tant que consultant, en tant que collaborateur de manière générale, une des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est réussir à comprendre les besoins implicites en fait, des gens. Parce qu'en tant qu'être humain, bah, n'aime pas forcément se livrer et tout. Et on s'attend peut-être à ce que des gens puissent comprendre ce qu'on ressent sans qu'on ne l'ait forcément dit. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'on a souvent des gens qui disent oui, tel il me comprend, tel il me comprend, tel il me comprend. Parce que ça revient effectivement à connaître son client. Et quand on le connaît, on comprend mieux ses besoins implicites. Donc, oui, effectivement. Ok. Et ouais, là, on t'entend parler avec tous les exemples que tu donnes, on se demande vraiment comment tes missions, elles se passent. Et oui, et quelle est cette relation-là que tu peux souvent avoir avec tes clients. La question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la dernière, l'une des missions, en tout cas récente, ou moins récente, hein, que tu as eu à faire et dont tu es le plus fier? Il y en a plusieurs, pour différentes raisons. Quand une mission est compliquée et que tu arrives à la mener en bon terme, ça te rend fier. Et quand, en fait, la fierté aussi est forcément liée à la satisfaction. Que ce soit la satisfaction personnelle ou la satisfaction du client. Idéalement, j'ai envie de dire les deux. Mais oui, effectivement, quand on a un client qui est satisfait, forcément, oui, on est plutôt content. Et comment ça s'est passé? Du coup, je veux dire, cette mission que tu décris là, dont tu es fier, en fait. Un contexte assez compliqué, parce que c'était, sans rentrer dans le détail, c'était un secteur qui est assez compliqué, ou du moins qui est très suivi, avec des normes de sécurité très élevées. Donc, et avec une grosse attente du client, quand on arrive à mener à bien ce genre de sujet, de projet, forcément, ça nous rend fiers. Et quand il y a la satisfaction du client derrière, ça nous rend fiers. Je rebondis sur ta question. Quand je parle de satisfaction aussi, parfois on oublie. Il faut savoir faire la part des choses entre effectivement l'attente du client et notre satisfaction personnelle. Un client peut ne pas être satisfait ou ne pas le manifester, mais il faut toujours prendre du recul par rapport à son travail et se poser la bonne question. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que si j'ai péché, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Si j'ai bien mené les choses, et là, on aura une satisfaction personnelle aussi. Ok. Oui, donc on a parlé d'une des expériences sur lesquelles tu t'es senti épanoui, pour laquelle tu as été satisfait et qui pour toi a été une réussite. On sait que, voilà, on va pas se mentir, les échecs, ça arrive, d'autant que pour devenir expert, il faut forcément passer par la case échec. Est-ce que tu peux nous parler d'une des expériences qui, pour toi, a été un échec, entre guillemets? Oui, effectivement, des échecs, on en a. Et effectivement, l'une des expériences qui me vient à l'esprit,
c'est une expérience où je venais d'arriver dans une entreprise et bon, j'étais avec un autre consultant. C'était au tout début, j'avais pas autant d'expérience et bon, j'étais pas la personne qu'il fallait là-dessus parce que bon, c'était nouveau pour moi et le sujet était complexe. Certes, j'avais déjà un consultant expérimenté, je venais en renfort, mais c'était pas ce qu'il fallait parce que le sujet était assez complexe pour que je sois embarqué là-dessus. Après, oui, effectivement, c'est vrai que l'échec en soi fait avancer, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs. Il faut aussi savoir faire le bilan après, d'une manière générale, mais surtout pendant les échecs, après un échec, pour pouvoir derrière, en fait, corriger ou améliorer les points qui doivent l'être. Ok. Et qu'est-ce qui avait concrètement bloqué ou pêché, en tout cas sur ce projet-là? Est-ce que c'était le niveau technique? Est-ce que c'était le fait qu'il y avait déjà peut-être un expert sur le projet? Selon toi, quelles ont été les raisons en fait, concrètes, par exemple, de cet échec-là? Oui, c'était la complexité technique était en adéquation avec mon niveau à ce moment-là. En inadéquation. En inadéquation. Avec ton niveau. Oui, Okay. j'aurais aimé que ce soit en adéquation, mais c'est en inadéquation, effectivement. Et oui, donc forcément, quand on se retrouve sur un projet et que, d'ailleurs, oui, il y avait celui-là, et il y avait aussi le fait que bon, j'ai pris le train en marche, je le dirai sur la plupart des sujets, on les prend parfois en marche, mais c'était quand même un élément supplémentaire qui n'arrangeait pas les choses. Ok. Et peut-être que finalement, ça fait partie des éléments qui font justement évoluer rapidement. Parce que une phrase que même les sportifs, en tout cas au haut niveau, utilisent, c'est de se dire que les plus grands apprentissages qu'on peut faire, c'est surtout dans l'échec, en fait, qu'on arrive à les faire. Lorsque tout se passe bien, lorsque tout marche, on ne tire pas de conclusion, ou on ne cherche pas à en tirer généralement parce qu'on se dit, bon, tout s'est bien passé et il n'y a pas de choses à corriger. Alors que ce n'est pas parce qu'une mission s'est bien passée, ce n'est pas parce qu'on a réussi à atteindre un objectif que ça signifie que notre manière de faire et notre méthode est la bonne. Et c'est plus souvent, en tout cas dans les échecs, qu'on va faire une sorte d'introspection et qu'on va essayer de se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer et tout. Donc je me dis, finalement, peut-être que c'est une très bonne chose. Ce que tu dis là, ça me fait penser à moi, une mission sur laquelle j'avais eu à travailler aussi effectivement en tant que consultant. Et oui, là c'était une mission quand même qui était très très technique. Et moi, pour pouvoir monter en compétence, l'une des choses que j'essayais de faire, c'était de me mettre en difficulté quand même parfois. Donc je pouvais savoir que sur une mission, allez, je vais donner un exemple, le niveau de la mission c'était peut-être du 9, et moi à ce moment-là j'étais peut-être du 7,5 ou 8, et j'essayais quand même d'aller sur cette mission-là, parce que je savais qu'après cette mission, j'en sortirais grandi. Bien sûr. Et moi j'ai pris pas mal justement de missions et tout, qui souvent étaient légèrement au-dessus de mon niveau, et je pense que pour quelqu'un qui débute dans sa carrière, ça fait peut-être partie des choses à faire. Bon, faut pas aller non plus prendre une mission qui demande 2 fois le niveau, quoi, mais vraiment toujours légèrement au-dessus. Et je pense que c'est des choses qui font évoluer. Donc je pense que les échecs, c'est pas plus mal. Et en rebondissant là-dessus, quand on est jeune consultant, il faut pas avoir peur de dire à son manager, je pense que cette mission est au-dessus de mes compétences, mais je veux bien essayer. C'est vraiment, si on vous donne l'occasion d'essayer, vous allez avec sans pression, parce que on sait que, vous l'avez dit, vous avez communiqué encore une fois sur le fait que c'est au-dessus de vos compétences et que vous
franchi un cap. Mm, mm, Et donc là, c'est tout bénéf. mm. Ouais, ouais. Ben, on se rapproche de plus en plus de la fin de cet échange que j'ai trouvé super, super intéressant. Moi aussi, moi aussi. Je pense qu'il y a tellement de sujets dont on pourrait parler encore, C'est vrai. mais bon, on est forcément limité dans le Peut-être temps. qu'on aura une Peut-être, autre, peut-être, maybe. une autre émission, un autre échange. Oui, où on pourra, je vais dire, approfondir encore Ouais. certains points. Là, il me reste ouais, peut-être 2 ou 3 questions à te poser avant de mettre fin du coup, à cet épisode. La première, déjà, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Ciccia d'il y a 5 ans? Ouais. Reste toi-même. Reste fier de toi et continue à avancer selon tes objectifs. Ok. Quand tu dis reste toi-même, reste fier de toi, Ouais. est-ce que tu dis et continue à avancer vers tes objectifs? Est-ce que tu dis reste fier de toi parce qu'à des moments donnés, tu as eu l'impression que ta fierté a été atteinte ou ou tu as laissé d'autres personnes pouvoir atteindre cette fierté que tu... Oui, non, pas dans ce sens. C'est plutôt par rapport à mon parcours, par rapport à ce qui était fait, par rapport aux échecs, par rapport à ce qui était bien accompli aussi, tout simplement. Ok. Non, parce que ce que tu dis, moi, ça me fait penser à d'autres choses aussi, c'est de se dire, effectivement, quand tu parles de fierté, notamment, je pense que l'un des points souvent importants à retenir, c'est de faire la séparation entre des remarques qu'on peut faire par rapport au travail qu'on a accompli et de la remarque qu'on peut faire par rapport à la personne. Oui. Moi, je me dis, lorsqu'on est dans un cadre d'entreprise, quand on fait une remarque, bon, si on prend même en compte les accords Toltec, je ne sais pas si tu les connais, il ne faut pas prendre les choses de manière personnelle. C'est vrai que ce n'est pas évident à appliquer, mais au moins qu'on se dit, bon, je ne prends pas telle remarque de manière personnelle, ça fait qu'on se dit, ok, la remarque qui vient de m'être faite n'est pas faite à ma personne, mais elle est faite par rapport au travail ou au rendu que j'ai fait. Et ça évite justement de se retrouver le soir en train de dormir avec des maux de tête parce qu'on a une remarque qui a été faite un peu plus tôt dans la journée. Quoi. Ça m'a fait penser un peu à ça. En tout cas, cet aspect fierté dont tu... Et c'est vrai que ça, c'est un sujet très important. Pourquoi pas à développer. Oui, à développer, effectivement. Ok. Et dernière question, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui nous regarde et tout, pour peut-être fixer ces jeunes-là dans la caméra, droit dans les yeux pour qu'ils comprennent très bien. Mais quel conseil en fait est-ce que tu donnerais à un jeune aujourd'hui ou à une personne qui se sent juste perdue dans sa carrière pour qu'elle puisse évoluer ou se relever et vraiment gravir les échelons qu'elle a envie de gravir. Oui. Pas que la société lui impose oui. de gravir. Et on finira là-dessus. Merci. Effectivement, si j'ai 2-3 conseils que je peux donner, ce serait de rester soi-même. C'est important de rester soi-même parce que dans ce monde professionnel dans lequel on est, on peut très vite changer. Et l'humain, en fait, on change par rapport aux personnes qui nous entourent aussi. Même si il faut rester vraiment soi-même, il faut garder ses valeurs. Moi, il y a une chose que je me dis toujours, je dois être fier de ce que je fais et je dois pouvoir me regarder dans un miroir. Donc je ne fais pas de coups de barre, j'en fais pas et je travaille. Et le travail, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais le travail paye vraiment. Tôt ou tard, le travail paye. Donc il faut rester focus, il faut bosser, il faut garder ses valeurs, il faut travailler
et rester humble. Rester humble dans le sens où il faut toujours se dire qu'on apprend des autres. On apprend en demandant, on apprend dans une conversation, on apprend en écoutant. Et quand on met tout ça, forcément il en sort du positif. Il ne faut pas d'abord regarder le salaire. Le salaire est une conséquence. Il faut d'abord travailler. Quand on travaille, le salaire peut suivre. Mais quand on regarde le salaire, on peut d'abord se retrouver dans des situations très, très compliquées. Et voilà, il faut d'abord travailler. Et ensuite le salaire viendra. Merci. Ou la rémunération, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Cécia, pour cet échange. Moi, j'ai pris énormément plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, même à titre personnel, je vais dire, pendant cet échange. J'espère que toi, qui regardes du coup cette vidéo à l'instant, j'espère que tu as appris énormément de choses, toi aussi. N'hésite pas à nous poser des questions si jamais tu en as sur certains aspects sur lesquels tu as l'impression que tu bloques ou sur certains aspects que tu aimerais que j'aborde avec d'autres invités, peut-être avec Cécia, sur d'autres épisodes et tout. Donc n'hésite pas vraiment à poser tes questions. Si actuellement tu te sens bloqué dans ta carrière professionnelle, si tu as du mal, si tu as des problématiques particulières, tu es au bon endroit. Nous n'estimons pas avoir réussi. Nous avons encore énormément de chemin à faire. Mais nous pensons pouvoir partager des choses que nous avons déjà apprises jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je te dis merci encore une fois. Merci Et Steve. à très bientôt peut-être. À très bientôt et merci pour cette invitation. Merci. Ce fut un plaisir. Merci, partagez. Allez, ciao.